1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Première partie. Chapitre 8, suite. Il alluma une lampe et précéda Winston dans un escalier aux marches raides et usées, puis le long d'un passage étroit. La pièce dans laquelle ils entrèrent ne donnait pas sur la rue. Elle avait vue sur une cour pavée de galets et une forêt de cheminées. Winston remarqua que les meubles étaient encore disposés comme si la pièce devait être habitée. Il y avait une carpette sur le parquet, un tableau ou deux au mur, et tiré près de la cheminée un fauteuil profond et usé. Une horloge ancienne en verre qui n'avait que 12 chiffres sur son cadran faisait entendre son tic-tac sur la cheminée. Sous la fenêtre, un grand lit sur lequel se trouvait encore un matelas occupé près du quart de la pièce. « Nous avons vécu ici jusqu'à la mort de ma femme, dit le vieillard, en s'excusant à demi. Je vends le mobilier petit à petit. Voilà un beau lit de mahogany. Ou du moins, ce serait un beau lit si on pouvait en enlever les punaises. Mais j'ose dire que vous le trouveriez un peu encombrant. » Il soulevait la lampe pour éclairer toute la pièce, et dans la chaude lumière douteuse, l'endroit paraissait curieusement hospitalier. L'idée traversa l'esprit de Winston qu'il serait probablement très facile de louer la pièce pour quelques dollars par semaine s'il osait s'y risquer. C'était une idée folle et impossible, qui devait être abandonnée aussitôt que pensée. Mais la pièce avait éveillé en lui une sorte de nostalgie, une sorte de mémoire ancestrale. Il lui semblait savoir exactement ce qu'on ressentait en s'asseyant dans une pièce comme celle-ci, dans ce fauteuil auprès du feu, avec les pieds sur le garde-feu et une bouilloire à côté du foyer. Être absolument seul, dans une paix complète, sans personne qui vous surveille, sans voix qui vous poursuive, n'entendre que le chant de la bouilloire et le tic-tac amical de l'horloge. « Il n'y a pas de télécran » ne put-il s'empêcher de murmurer. « Oh, fit le vieil homme, je n'en ai jamais eu. C'est trop cher. Et je n'en ai d'ailleurs jamais senti le besoin. Voilà une jolie table pliante dans ce coin. Mais naturellement, si vous vouliez vous servir des battants, il vous faudrait mettre de nouveaux gonds. » Il y avait une toute petite bibliothèque dans l'autre coin, et déjà Winston se dirigeait de ce côté. Elle ne contenait que des livres sans intérêt. La chasse aux livres et leur destruction avaient été faites avec autant de soin dans les quartiers prolétaires que partout ailleurs. Il était tout à fait improbable qu'il existât quelque part dans l'Océania un exemplaire de livre imprimé avant 1960. Le vieil homme, qui portait toujours la lampe, était debout devant un tableau encadré de bois de rose qui était suspendu en face du lit, de l'autre côté de la cheminée. « Si par hasard vous vous intéressiez au vieux tableau, commença-t-il délicatement. Winston traversa la pièce pour examiner le tableau. C'était une gravure sur acier représentant un édifice de forme ovale aux fenêtres rectangulaires, avec une petite tour en avant. Une grille entourait l'édifice, et en arrière on voyait quelque chose qui semblait être une statue. Winston regarda un moment la gravure. Le tableau lui semblait vaguement familier, bien qu'il ne se souvînt pas de la statue. « Le cadre est fixé au mur, dit le vieillard, mais je pourrais vous le dévisser si vous le désiriez. »« Je connais cet édifice, dit finalement Winston. C'est maintenant une ruine. Il est au milieu de la rue qui se trouve de l'autre côté du palais de justice. » C'est exact. Il a été bombardé il y a pas mal d'années. À un moment, c'était une église. On l'appelait l'église Saint-Clément. Il eut un sourire d'excuse, comme conscient de dire quelque chose de légèrement ridicule, et ajouta « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. »« Qu'est-ce que cela » demanda Winston. « Oh, orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément ? C'est une chanson que l'on chantait quand j'étais un petit garçon. Je ne me souviens pas de la suite, mais je sais qu'elle se terminait ainsi. Voici une bougie pour aller au lit, voici un couperet pour vous couper la tête. Les enfants levaient les bras pour que vous passiez en dessous, et quand on arrivait à voici un couperet pour vous couper la tête, ils baissaient les bras et vous attrapaient. Toutes les églises de Londres y passaient, les principales du moins. » Winston se demanda vaguement de quel siècle était l'église. Il était toujours difficile de déterminer l'âge d'un édifice de Londres.
Tous ceux qui étaient vastes et imposants étaient automatiquement classés parmi les constructions d'après la Révolution s'ils étaient d'aspect raisonnablement nouveau. Mais tous ceux qui visiblement étaient plus anciens étaient imputés à une période mal définie, appelée Moyen Âge. On considérait que les siècles du capitalisme n'avaient rien produit qui eût quelque valeur. On ne pouvait pas plus étudier l'histoire par l'architecture que par les livres. Les statues, les inscriptions, les pierres commémoratives, les noms de rues, tout ce qui aurait pu jeter une lumière sur le passé avait été systématiquement changé. Je ne savais pas qu'elle avait été une église, dit Winston. Il y en a en réalité encore pas mal, dit le vieillard, mais on leur a donné une autre affectation. Quelle était donc la suite de cette chanson? Ah, je sais. Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 farthings, disent les cloches de Saint-Martin. Là, maintenant, je ne peux aller plus loin. Un farthing était une petite pièce de cuivre qui ressemblait un peu à un cent. Où était Saint-Martin? Demanda Winston. L'église de Saint-Martin? Elle est encore debout. C'est au square de la Victoire, contigu à la galerie de peinture, un édifice qui a une sorte de porche triangulaire, des piliers en avant et un escalier monumental. Winston connaissait bien l'endroit. C'était un musée affecté à des expositions de propagande de diverses sortes, modèles réduits de bombes volantes et de forteresses flottantes, tableaux en cire illustrant les atrocités de l'ennemi, et ainsi de suite. On l'appelait Saint-Martin-des-Champs, ajouta le vieillard, bien que je ne me souvienne d'aucun champ de ce côté. Winston n'acheta pas le tableau. Le posséder eût été encore plus incongru que posséder le presse-papier de verre, et Winston n'aurait pu le transporter chez lui, à moins de l'enlever de son cadre. Mais il s'attarda quelques minutes de plus à parler au vieillard. Il découvrit que le nom de celui-ci n'était pas Weeks, comme on aurait pu le croire d'après l'inscription de la façade du magasin, mais Sherrington. Monsieur Sherrington était, semblait-il, un veuf de 63 ans, et habitait ce magasin depuis 30 ans. Il avait toujours eu l'intention de changer le nom qui était au-dessus de la fenêtre, mais ne s'y était jamais décidé. Pendant qu'il causait, la moitié de la chanson rappelée continua à trotter dans le cerveau de Winston. Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 farthings, disent les cloches de Saint-Martin. C'était curieux, mais quand on se le disait, on avait l'illusion d'entendre réellement des cloches, les cloches d'un Londres perdu qui existerait encore quelque part déguisé et oublié. D'un clocher fantôme à l'autre, il lui semblait les entendre sonner à toute volée. Pourtant, autant qu'il pouvait s'en souvenir, il n'avait jamais entendu, dans la vie réelle, sonner des cloches d'église. Il laissa M. Sherrington et descendit seul l'escalier pour que le vieillard ne le vît pas étudier la rue avant de franchir la porte. Il avait déjà décidé qu'après un laps de temps raisonnable, disons 1 mois, il se risquerait à faire une nouvelle visite au magasin. Ce n'était peut-être pas plus dangereux que d'esquiver une soirée au centre. L'acte de folie le plus grave avait été d'abord de revenir là, après avoir acheté l'album, et sans savoir s'il pouvait se fier au propriétaire du magasin. Cependant, oui, pensa-t-il encore, je reviendrai. J'achèterai d'autres échantillons de beaux laissés pour compte. J'achèterai la gravure de Saint-Clément. Je l'enlèverai du cadre et la rapporterai chez moi cachée sous le haut de ma combinaison. J'extrairai le reste de la chanson de la mémoire de M. Sherrington. Même le projet fou de louer la chambre du premier traversa encore son esprit. Pendant 5 secondes peut-être, l'exaltation le rendit inattentif, et il sortit sur le trottoir, sans même un coup d'œil préliminaire par la fenêtre. Il avait même commencé à fredonner sur un air improvisé « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois 3 farthings, disent les... » Son cœur se glaça soudain, et il sentit ses entrailles se fondre. Une silhouette revêtue de la combinaison bleue descendait le trottoir à moins de 10 mètres. C'était la fille du commissariat au roman, la fille aux cheveux noirs. La lumière baissait, mais il n'était pas difficile de la reconnaître. Elle le regarda en face, puis continua rapidement, comme si elle ne l'avait pas vu. Pendant quelques secondes, Winston se trouva trop paralysé pour se mouvoir. Puis il tourna à droite et s'en alla lourdement, sans remarquer à ce moment qu'il s'engageait dans une mauvaise direction. De toute façon, une question était réglée. Il ne pouvait plus douter que la fille l'espionnait. Elle devait l'avoir suivi.
Il n'était pas vraisemblable en effet qu'un pur hasard ait conduit sa promenade le même après-midi dans la même rue obscure et écartée que Winston, à des kilomètres de distance des quartiers où vivaient les membres du parti. C'était une coïncidence trop grande. Qu'elle fût réellement un agent de la police de la pensée ou simplement un espion amateur poussé par un zèle indiscret importait peu. Le principal était qu'elle le surveillait. Elle l'avait probablement aussi vu entrer dans le café. Il lui fallait faire un effort pour marcher. Dans sa poche, le morceau de verre lui frappait la cuisse à chaque pas, et il eut presque envie de le jeter. Le pire était le mal au ventre. Pendant 2 secondes, il sentit qu'il mourrait s'il n'arrivait pas tout de suite à un water. Mais il ne devait pas y avoir de water public dans un tel quartier. Puis, le spasme disparut, laissant une douleur sourde. La rue était une impasse. Winston s'arrêta, resta quelques secondes immobile à se demander vaguement ce qu'il allait faire, puis revint sur ses pas. Il pensa alors que la fille l'avait croisée, il n'y avait que 3 minutes, et qu'en courant il pourrait la rattraper. Il la suivrait jusqu'à ce qu'ils fussent en quelque endroit désert, et lui briserait le crâne avec un pavé. Le morceau de verre qu'il avait dans sa poche serait assez lourd. Mais il abandonna tout de suite cette idée, car même la pensée d'un effort physique quelconque était insupportable. Il ne pourrait courir, il ne pourrait asséner un coup. En outre, elle était jeune et robuste et se défendrait. Winston pensa aussi à se rendre rapidement au centre communautaire et à y rester jusqu'à la fermeture pour établir un alibi partiel pour l'après-midi. Mais cela aussi était impossible. Une lassitude mortelle l'avait saisi. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer vite chez lui, puis s'asseoir et être tranquille. Il était plus de 10 heures quand il arriva à son appartement. La lumière devait être éteinte au plus tard à 11h30. Il alla à la cuisine et avala une tasse presque remplie de gin de la Victoire. Puis il s'assit à la table de l'alcôve et sortit le livre du tiroir. Mais il ne l'ouvrit pas tout de suite. Au télécran, une voix de femme claironnante braillait un chant patriotique. Il était assis, les yeux fixés sur la couverture marbrée du livre, et il essayait sans succès de ne pas écouter la voix. C'était toujours la nuit qu'il venait vous prendre, toujours la nuit. La seule chose à faire était de se tuer avant. Sans doute quelques personnes le faisaient. Beaucoup de disparitions étaient réellement des suicides. Mais il fallait un courage désespéré pour se tuer dans un monde où on ne pouvait se procurer ni arme à feu, ni poison rapide et sûr. Il pensa avec une sorte d'étonnement à l'inutilité biologique de la souffrance et de la frayeur, à la perfidie du corps humain qui toujours se fige et devient inerte à l'instant précis où un effort spécial est nécessaire. Il aurait pu réduire au silence la fille aux cheveux noirs si seulement il avait agi assez vite. Mais c'était précisément l'imminence du danger qui lui avait fait perdre le pouvoir d'agir. Il pensa qu'au moment de crise, ce n'est pas contre un ennemi extérieur qu'on lutte, mais toujours contre son propre corps. En cet instant même, en dépit du gin, la douleur sourde qu'il sentait au ventre rendait impossible des réflexions suivies. Il en est de même, comprit-il, dans toutes les situations qui semblent héroïques ou tragiques. Sur le champ de bataille, dans la chambre de torture, dans un bateau qui sombre, les raisons pour lesquelles on se bat sont toujours oubliées, car le corps s'enfle jusqu'à emplir l'univers, et même quand on n'est pas paralysé par la frayeur ou qu'on ne hurle pas de douleur, la vie est une lutte de tous les instants contre la faim, le froid ou l'insomnie, contre les aigreurs d'estomac ou contre un mal aux dents. Il ouvrit son journal, il fallait y écrire quelque chose. La femme du télécran avait commencé une autre chanson. Sa voix semblait s'enfoncer dans le cerveau comme des éclats pointus de verre brisé. Il essaya de penser à O'Brien, pour qui ou à qui il écrivait, mais sa pensée se porta sur ce qui lui arriverait après son arrestation par la police de la pensée. Si on était tué tout de suite, cela n'aurait pas d'importance. Être tué était ce à quoi on s'attendait. Mais avant la mort, personne n'en parlait, mais tout le monde le savait. Il fallait passer par l'habituelle routine de la confession, ramper sur le sol en criant grâce, sentir le craquement des os que l'on brise, des dents que l'on émiette, et des touffes de cheveux sanguinolents que l'on vous arrache. Pourquoi devait-on supporter cela, puisque la fin était toujours la même? Pourquoi n'était-il pas possible de supprimer de sa vie quelques jours ou quelques semaines,
Personne n'échappait à la surveillance et personne ne manquait de se confesser. Lorsqu'on avait une fois succombé au crime par la pensée, on pouvait être certain qu'à une date donnée, on serait mort. Pourquoi cette horreur, qui ne changerait rien, devait-elle être comprise dans l'avenir? Il essaya cette fois, avec un peu plus de succès, d'évoquer l'image d'O'Brien. Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres, lui avait dit O'Brien. Il savait ce que cela signifiait, ou pensait le savoir. Le lieu où il n'y avait pas de ténèbres était un avenir imaginé qu'on ne verrait jamais, mais que la pensée permettait d'imaginer. La voix du télécran qui criaillait dans son oreille l'empêcha de suivre plus loin le fil de sa pensée. Il porta une cigarette à sa bouche, la moitié du tabac lui tomba tout de suite sur la langue. C'était une poussière amère qu'il eut du mal à recracher. Le visage de Big Brother se glissa dans son esprit, effaçant celui d'O'Brien. Comme il l'avait fait quelques jours plus tôt, il tira une pièce de monnaie de sa poche et la regarda. Dans le visage, lourd, calme, protecteur, les yeux regardaient Winston. Mais quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire? Comme le battement lourd d'un glas, les mots de la devise lui revinrent. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force.